Je vous ai annoncé que nous aborderions deux types de tableaux, ceux de taille fixe et ceux de taille variable. Également connus sous le nom de tableau dynamique, il y a des similitudes entre les deux, et ce qui nous permettra d'éviter les redites. Pour introduire un tableau dynamique, la première étape survient dès le début de votre programme. Il est nécessaire d'ajouter la ligne include vector afin de pouvoir utiliser ce tableau. Cette inclusion conduit souvent à l'utilisation du terme vector au lieu de tableau dynamique que j'utiliserai parfois par la suite. La deuxième distinction majeure se manifeste dans la méthode de déclaration d'un tableau. Nous recourons à la syntaxe illustrée dans la figure que nous voyons actuellement, et pour illustrer, pour déclarer un tableau de 5 entiers, voici comment procéder. Trois observations s'imposent ici. Premièrement, le type n'est pas positionné en tête de ligne, contrairement aux autres variables. Deuxièmement, une notation singulière avec des chevrons ouvrant et fermant est utilisée. Et troisièmement, la taille est spécifiée entre parenthèses plutôt qu'entre crochets. Et cette différence dénote une divergence avec les tableaux statiques. Néanmoins, vous constaterez que le principe de parcours du tableau demeure similaire. Mais avant d'aborder cela, deux astuces pratiques méritent d'être soulignées. Il est possible de remplir directement toutes les cases du tableau en ajoutant un deuxième argument entre les parenthèses. Il est possible de déclarer un tableau sans spécifier le nombre de cases en n'utilisant aucune parenthèse. Quelle est l'utilité d'un tableau sans éléments ? N'oubliez pas que ces tableaux sont dynamiques, ce qui signifie que leur taille peut changer. Leur taille est variable. Ainsi, vous pouvez ajouter des éléments ultérieurement. Soyez patient et toutes les informations vous seront dévoilées. Pour accéder aux éléments d'un tableau, le processus est similaire, quelle que soit la différence de déclaration par rapport au tableau statique. On utilise toujours les crochets et la numérotation des cases commence également à partir de 0. Par conséquent, vous pouvez réécrire l'exemple de la section précédente en utilisant un vecteur. À mon avis, cela ne peut pas être plus simple que ça. Comment changer la taille ? Passons donc à l'aspect essentiel, ajuster la taille d'un tableau. Commençons par l'ajout de nouvelles cases à la fin de tableau. Pour cela, nous utilisons la fonction pushback. Il suffit d'écrire le nom du tableau suivi d'un point, puis du nom du mot pushback et entre parenthèses la valeur qui remplira la nouvelle case. Examinons de manière approfondie ce qui se passe en mémoire. Une nouvelle case a été automatiquement ajoutée à la fin du tableau. C'est impressionnant de voir à quel point un ordinateur peut être intelligent par moment. Bien entendu, il est également possible d'ajouter de nombreuses cases consécutives les unes après les autres. Est-ce que les vecteurs ne peuvent-ils que s'agrandir ? Absolument pas. Les concepteurs du langage C++ ont anticipé cette nécessité. Vous pouvez supprimer la dernière case d'un tableau en utilisant la fonction popback. Son utilisation est similaire à celle de pushback, mais cette fois, aucune valeur n'est spécifiée entre les parenthèses. Il est essentiel de faire preuve de prudence lors de la suppression des cases. Gardez à l'esprit qu'un tableau ne peut pas contenir moins de 0 éléments. Je pense avoir couvert tous les aspects essentiels de ce sujet. Cependant, il reste un détail à résoudre. Étant donné que la taille d'un tableau peut changer, il est impossible de savoir avec certitude combien d'éléments il contient à un moment donné.
Heureusement, une solution existe. La fonction size, avec parenthèse, en utilisant tableau size, vous obtenez un entier représentant le nombre d'éléments dans le tableau. Revenons à l'exercice. Pour mieux assimiler ces concepts, il serait judicieux de réécrire l'exercice de calcul des moyennes en utilisant des vecteurs. Je vous encourage à y essayer par vous-même si vous rencontrez des difficultés. Voici ma solution. Et nous avons développer de programmes qui accomplissent exactement la même tâche de deux manières différentes. Cette diversité est très répandue car il existe souvent plusieurs approches pour résoudre un problème et chacun choisit celle qui lui convient le mieux. En ce qui concerne les vecteurs et les fonctions, passer un tableau dynamique en argument est beaucoup plus simple que pour les tableaux statiques. Tout ce qu'il faut faire, c'est spécifier vector type comme argument. Et comme nous, pour n'importe quel autre type, pas besoin d'ajouter un deuxième argument pour la taille du tableau, car la fonction size s'en charge automatiquement. C'est aussi simple que cela. Facile, n'est-ce pas? Cependant, il y a encore une meilleure façon de faire. Dans le chapitre précédent, je vous ai expliqué l'utilisation du passage par référence constante pour optimiser la copie. En effet, copier un tableau contenant de nombreux éléments peut prendre du temps. Il est donc préférable d'utiliser cette astuce, ce qui se traduit par cette ligne de code-là. Dans ce scénario, le tableau dynamique ne peut pas être modifié et pour mettre à jour le contenu du tableau, il est nécessaire d'utiliser un passage par référence standard. Concernant les tableaux multidimensionnels, je vous ai expliqué au début de ce chapitre que l'on peut créer des tableaux de divers types, tableaux d'entiers, tableaux de chaînes de caractères et ainsi de suite. Il est donc possible de créer des tableaux et des tableaux. Je peux vous voir froncer les sourcils et vous demander à quoi cela peut bien servir. Pour une fois, je vous suggère de commencer par visualiser la manière dont la mémoire est organisée. Cela vous aidera peut-être à comprendre l'intérêt de ce concept pour le moins étrange. La case jaune représente comme d'habitude une variable et cette fois-ci c'est un tableau de 5 éléments dont j'ai représenté les cases avec des lignes épaisses. À l'intérieur de chaque case, il y a un petit tableau de 4 éléments dont les valeurs ne sont pas encore définies. Et cependant, si vous examinez attentivement les points d'interrogation, vous remarquerez une grille régulière. Ainsi, un tableau de tableaux forme une grille de variables. Je pense que cela devient tout de suite moins étrange à comprendre. Parfois, on utilise le terme tableau multidimensionnel au lieu de grille. Cela met en évidence le fait que les variables sont organisées le long des axes X et Y et non pas seulement le long des seuls axes. Comment déclarer un tableau multidimensionnel? Pour déclarer un tableau de ce type, il suffit de spécifier les dimensions successives entre crochets. Ainsi, pour créer le tableau illustré dans le schéma, nous devons déclarer le tableau suivant. Ou mieux encore, en déclarant des constantes pour les dimensions. Et voilà, c'est tout. C'est ça le C++, n'est-ce pas?
Et comment accéder aux éléments? Je suis convaincu que vous n'avez pas besoin d'une explication supplémentaire. Vous avez certainement déjà deviné par vous-même. Pour accéder à une case de notre grille, il suffit d'indiquer la position en X et en Y de la case souhaitée. Par exemple, tableau 00 accède à la case en bas à gauche de la grille. Tableau 01 correspond à celle juste au-dessus, tandis que tableau 10 se situe directement à sa droite. Comment peut-on accéder à la case située en haut à droite? Il s'agit de la dernière case dans la direction horizontale. Ainsi, entre les premiers crochets, il faut mettre taille x-1 qui est égal à 4. De même, c'est également la dernière case selon l'axe vertical. Donc, entre les seconds crochets, il faut spécifier taille y-1. Ainsi, cela donne tableau 4-3. Pour aller plus loin, il est tout à fait possible de créer des grilles tridimensionnelles, voire même plus complexes. On peut déclarer une variable de la manière suivante. Mais je ne pourrai pas vous fournir un schéma pour cela. Cependant, je tiens à vous rassurer, il est rare d'avoir besoin d'utiliser des grilles à plus de 3 dimensions. Si vous vous trouvez dans une telle situation, cela signifie généralement que vous envisagez de créer des programmes vraiment complexes. Avant de conclure ce chapitre, je tiens à vous révéler quelque chose d'intéressant. Les chaînes de caractères sont en réalité des tableaux. Cette caractéristique est souvent dissimulée lors de leur déclaration, mais en réalité, une chaîne de caractères est un tableau de lettres. De plus, il existe de nombreuses similitudes avec les vecteurs. Comment accéder aux lettres? Considérer une chaîne de caractères comme un tableau de lettres représente l'avantage de pouvoir accéder à ces lettres et les modifier. Et comme vous pouvez vous en douter, pour cela, nous utilisons également les crochets. J'espère que vous avez copié le code dans la fascicule, mais si vous ne l'avez pas copié, vous devez saisir ce code dans le code blocks. Voyons ce qui va résulter. Voilà, vous êtes Julien. Ah non, vous êtes Lucien. C'est impressionnant, mais il y a encore place à l'amélioration.